Alors, dans ce cas-là, je vais, je vais me présenter rapidement euh, simplement pour dire que après avoir été formé à la JOCR en tant que joueur et avoir été international en équipe de France sur les équipes de France U17, U18, U19 et U20, bah, j'ai entamé une carrière de joueur amateur. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ensuite, en tant qu'entraîneur principal au niveau national durant 12 ans, je suis passé directement de joueur à entraîneur à un niveau national, puisque j'ai commencé à Châteaudun en National 3, ensuite à Versailles, Béthune, Tourcoing, voilà, Roy, bien entendu, parce que vous connaissez maintenant, même si le club est actuellement dans le district de l'Oise. À l'époque, il était dans le district de la Somme, puisqu'il n'y avait que Roy. Et on est monté à l'époque de CFA2, CFA et ensuite national. Ensuite, j'ai terminé ma carrière d'entraîneur, notamment principal avec les seniors en National 2 avec le FC Mantois 78, avant de prendre une direction plutôt d'éducateur fédéral pendant une douzaine d'années, puisque entre 2007 et 2019, puisque c'est la date à laquelle j'ai arrêté, j'ai été cadre technique en effet dans la Somme. Et notamment entre 2012 et 2019, entraîneur adjoint des équipes de France U18, U19, U20, avec des sélectionneurs, 3 sélectionneurs notamment, Batelli, Diomède et Bergerot. Lorsque, dans cette période, ça a été vraiment très intéressant, puisque il y a eu un titre de champion d'Europe en 2016 avec la génération 97-98. Et puis, durant ces 8 ans, j'ai eu la chance, ce n'est pas le cas tous les années, de pouvoir participer à 4 grandes compétitions, c'est-à-dire avec 2 championnats d'Europe et 2 Coupes du Monde. Donc voilà, ça a été très intéressant. Ce n'est pas le cas tous les ans, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et j'ai fait le choix de quitter la fédération en 2019 pour aller rejoindre Ludo Batelli, que j'avais connu à l'époque avec les équipes de France, pour aller m'occuper d'être sélectionneur parce que lui, il était directeur des sélections en Algérie. Et il m'a demandé de venir le rejoindre pour s'occuper de l'équipe nationale U20 en Algérie et d'être son adjoint avec l'équipe nationale U23, ce qu'on appelle les espoirs ou les olympiques, suivant les endroits. Et me voilà aujourd'hui. Bon, vous avez vu que le temps de pratique a été très court pendant cette période-là, comme ça se passe souvent lorsqu'on est avec un pays africain. Et depuis juillet 2020, j'ai rebondi sur la responsabilité de l'Académie du Sporting Club de Bastia en vue du retour au professionnalisme et de la mise en place d'un centre de formation. Voilà, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est dans un premier temps la présentation et l'histoire du Sporting Club de Bastia, parce que si on parle d'un club mythique, il est surtout historique. En deuxième, les infrastructures. En trois, le fonctionnement que j'ai pu mettre en place, en tout cas depuis mon arrivée sur l'académie. Et puis en quatre, les perspectives. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai découvert surtout vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, c'est une île, un peuple, une foi. Et Unity, c'est ensemble, on vaincra, on gagnera. Voilà. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est la Corse et ce qu'est Bastia. En termes de population, ça reste que 340 000 habitants sur l'ensemble de la Corse, c'est-à-dire c'est 6 fois moins que la Picardie si on prend
le nombre de personnes ou le bassin de population. En Picardie, on est presque à 2 millions et en Corse, on est 340 000. Bastia, ça reste qu'une ville de 45 000 habitants quand on voit que Amiens est 3 fois plus grand pour prendre un exemple. Voilà. La superficie, c'est pareil, c'est 2 fois moins grand que la, que la Picardie. En termes de densité, j'en parle même pas. Les distances maximum, voilà, c'est 183 km, mais en fait, il ne faut pas parler en kilomètres ici parce que il faut parler en heures de trajet, puisque vous imaginez bien qu'en partant de Bastia pour aller ne serait-ce qu'à Ajaccio, il y a le col ici qui est fermé en hiver pendant quelques mois, suivant la neige qu'il y a, puisqu'il peut arriver à avoir 1 mètre de neige et on ne passe pas. Et il faut, en été, moi j'ai été surpris qu'entre Bastia qui est là et Ajaccio ici, on met 2 heures et demie. Voilà. Donc c'est très, très, très petit entre guillemets, mais par contre, les conditions sont très difficiles d'accès. Ça représente, et ça va vous faire, enfin, ça va certainement vous surprendre, mais ça reste une ligue, je parle d'une ligue, hein, puisque c'est la Ligue de Corse, qui compte à peu près 90 clubs. C'est même pas un district, puisque ça compte entre à peu près 9000 licenciés. Et encore, avec le Covid, on est largement en dessous des 9000. Et pour le nombre d'équipes, c'est rien du tout, c'est 320. Voilà, simplement pour cette diapo, pour expliquer que finalement, le bassin de population et d'avoir des clubs professionnels comme Ajaccio ou Bastia, ça reste quand même lié au miracle. Le palmarès, alors je vais laisser défiler, mais le palmarès, pour ceux qui sont plus anciens, et on est quelques-uns à être autour de la table, mais voilà, c'est 2 fois champion de France et 1 fois champion de France de national. Et j'espère que ça sera une 2e fois et qu'on pourra rajouter 2021 au palmarès. En tout cas, on est bien parti pour ça. C'est une Coupe de France en 81. On va fêter les 40 ans cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que là, pendant 3 jours, ça va être la fête à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, pour fêter les 40 ans de la victoire de la Coupe de France. Voilà, où il va y avoir des animations pendant 3 jours autour de cet événement-là. C'est 2 fois finaliste de la Coupe de France. C'est la Coupe de la Ligue, bien entendu, et la dernière en 2015. C'est bien entendu en 78, tout le monde se souvient de l'épopée européenne du club. C'est 1 fois vainqueur de la Coupe Intertoto en 87. Voilà, c'est cette participation aux compétitions européennes, mais c'est surtout la catastrophe de Fiorani qui aujourd'hui est quasiment une chose qui ne sort pas enfin, qui est très difficile à parler parce que tout le monde a été touché d'une façon ou d'une autre par cette catastrophe. Et ça fait partie de l'histoire et peut-être que ça fait aussi partie des valeurs que le club essaye de défendre. Je parle de l'organisation fonctionnelle. Pourquoi? Parce que le Sporting Club de Bastia est le seul club aujourd'hui en France qui est organisé avec une structure où les socios, c'est-à-dire les supporters, hein, détiennent, en tout cas à Bastia, 25% du capital du club. Ça veut dire qu'il y a une société coopérative, ce qu'on appelle la SIC, et qui est aujourd'hui qui gère le football professionnel, ou en tout cas l'équipe première, mais qui gère aussi tout l'organigramme fonctionnel. Et dans cet organigramme, il y a notamment les collèges, le collège des supporters et ainsi de suite. Ça reste très à la marge puisque c'est le seul club aujourd'hui en France qui fonctionne comme ça. Et pour ceux qui écoutent de temps en temps RMC, ils en ont parlé
n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours, sur l'organisation fonctionnelle du club, du Sporting Club de Bastia. Et ça fait des envieux, puisque beaucoup de clubs essayent de fonctionner un petit peu de la même façon. L'organigramme de l'association, puisque là, il n'y a pas de souci. On est sur un bureau et sur une organisation technique. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette partie-là. Au niveau des infrastructures, il y a Furiani, bien entendu, le club mythique et l'entrée de ce couloir qui fait beaucoup parler. Mais au-delà de ça, on a pour l'académie et pour l'équipe première 3 sites et on a 3 niveaux avec une plaine de jeu gazonnée à Igeza, 2 terrains synthétiques qui peuvent nous accueillir pour les entraînements et la compétition, un terrain synthétique et un terrain gazonné au Country Club de Borgo. Alors, comme je disais, 3 sites. Si vous voyez ma souris, Furiani est là. Le site des pros et la plaine de jeu se trouve entre l'étang et la mer, pour ceux qui connaissent un peu Clairefontaine, un petit peu comme la plaine de jeu qui est à l'entrée en face du parking, en L, avec tout ce qu'il faut pour faire l'entraînement avec 2 terrains qui peuvent se mettre aussi bien dans la longueur que dans la largeur. Voilà. Pour l'académie et notamment le foot à 11, on a 2 terrains synthétiques, uniquement terrains synthétiques, qui sont aussi bien utilisés pour les entraînements que pour les compétitions, avec ce terrain-là où on le partage avec le club de Furiani. Alors, si on voit l'espace, c'est très, très rapide, hein, puisque je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le stade Furiani est ici et le site est là. Il y a 2 terrains, enfin 3 terrains, il y en a un qui ne nous appartient pas, mais il y a 2 terrains, là c'est encore en sable, mais c'est devenu un terrain synthétique. Nouvelle génération, voilà, on a 2 terrains qui nous permettent d'avoir l'ensemble du foot à 11 à l'entraînement. Et le dernier site qui est un petit peu plus loin, qui est sur la commune de Borgo. Alors, si je reprends pareil la situation, le stade de Furiani est ici et le site d'entraînement est au repère rouge, où là, on a déjà des choses en place, notamment un synthétique et un terrain gazonné, où on a déjà nos repères. Et là, c'est l'ensemble de l'effectif à effectif réduit qui se met ici. Et vous verrez après, notamment dans le projet, dans les perspectives, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce côté-là. Sur le fonctionnement de l'académie, rien de particulier, hein. On a forcément, avec le bassin de population qu'on a, le nombre de licenciés, parce qu'on est un club qui est petit finalement, on n'a pas énormément de licenciés. On a un président, un bureau qui est là pour fonctionner. On a un responsable de l'organisation qui est là plutôt en tant que, comment je pourrais dire, l'organisation, notamment sur les navettes, sur les plannings, sur la relation qu'on peut avoir avec la CAB, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de Bastia, qui gère aussi toute l'application Sport Easy, qui nous permet d'avoir un lien avec les licenciés, aussi bien sur les présences à l'entraînement et ainsi de suite. Et tout ce relationnel administratif se fait là, l'organisation des plannings et ainsi de suite. En accord avec le team manager de l'académie, puisqu'on a un team manager dans l'académie qui, lui, gère plutôt les déplacements, la partie financière aussi de l'académie et en lien direct avec Alain Bachelet qui fait partie de l'organisation. Et ensuite, toutes les équipes à 11, on a une équipe réserve du groupe professionnel qui est à un niveau très, très bas, hein, en Régional 2.
J'expliquerai pourquoi aussi après. Une équipe U18 régionale 1, une équipe U16 régionale 1, une équipe U14 régionale 1. Alors, ça peut vous surprendre, mais en Corse, on n'a pas les moyens de faire un championnat U15. On n'a pas les moyens de faire un championnat U17 régional parce qu'il n'y a pas assez d'équipes. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et pourquoi on est à des niveaux aussi bas? C'est qu'à la descente administrative du club en 2017, eh ben, toutes les équipes sont descendues, sont reparties à zéro. Tous les meilleurs joueurs sont repartis soit sur le continent ou soit dans les clubs professionnels. Et du coup, le niveau de nos joueurs nous ont pas permis de garder à minima des niveaux de jeu en 19 nationaux, en 17 nationaux ou ou en senior, d'avoir une équipe N3 ou R1, puisque avec la descente administrative du club professionnel, toutes les équipes se sont cassées la gueule. Donc voilà, rien de spécial sur le foot à effectif réduit, mais vous avez vu que finalement, ça fait très peu d'équipes. Hein. Ça fait une équipe réserve, une équipe 18, deux équipes U16 et une équipe U14. Donc ça fait que 5 équipes sur le foot à 11 à gérer. On espère en avoir 2 de plus à gérer dans les années à venir avec l'apport des 17 nationaux et des 19 nationaux. Sur le foot à effectif réduit, de la même façon, hein, on n'a pas énormément de licenciés. Ça nous fait que 3 ou 4 équipes en U6, U7. De la même façon en U9. Et puis après, on a 3 équipes U11 et 3 équipes U13 avec une particularité. Et ça a été moi, j'ai repris quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Ça risque de changer pour la saison prochaine, mais un responsable du foot à 8 et non pas un responsable de l'école de foot jusqu'au foot à 13, mais simplement un responsable du foot à 8 qui gère que les U11 et les U13. De la même façon que Alors, pour les raisons simples, c'est que aussi bien Bruno Mariani et David Casanova, qui sont des emblématiques du club, qui sont là depuis 30 ans au club, voilà, il y avait peut-être un pouvoir qui n'était pas partagé, ou en tout cas n'avait pas forcément envie à l'époque, je dis bien à l'époque, puisqu'on en viendra tout à l'heure, qui n'avaient pas forcément envie de partager le pouvoir qui leur avait été dédié. Une cellule recrutement, une cellule par recrutement médicale qui fait partie prenante aussi bien sur le foot à 11 et sur le foot à effectif réduit, parce que ça, c'est quelque chose où tous les garçons, et vous le verrez ensuite avec les U16, où il y a une présence du médical avec une grande importance. L'objectif de la formation, quand on a compris qu'on est une île, un peuple et une foi, et qu'on est tous unis pour vaincre, on est obligé de se mettre dans un premier temps avec les valeurs. Il manque un R à la présentation. Les valeurs du Sporting, le maillot, bien entendu, parce que c'est quelque chose qui est indispensable et qui est très, très présent. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu quand je suis arrivé. Ensuite, le projet de vie, parce que c'est quelque chose qui est très important aussi. Et pour en arriver au projet de l'équipe. Les valeurs, ce n'est pas moi qui les ai déterminées, hein, c'est le club qui les a déterminées avec les socios, avec l'ensemble des Corses qui font que le Sporting Club de Bastia existe aujourd'hui. Parce qu'en 2017, quand le club est descendu, il y avait les huissiers qui récupéraient les, les coques dans le stade Furiani pour essayer d'en tirer un petit bénéfice. Et il y a une mobilisation de l'ensemble du peuple corse pour que le club continue à exister. Et en 15 jours, ils ont récupéré par des donations, par
des participations financières la hauteur de 350 000 euros en 15 jours parce que tout le monde était derrière. Donc, on peut pas aller au-delà de ça. Moi, je n'ai rien inventé là-dessus. C'est les valeurs que le club m'a transmis. Solidarité, je ne vous le dis pas encore, c'est parce que je n'ai pas encore l'accent. La combativité, ça, c'est des choses qui resteront et qui font partie prenante du club. Et il y a des textes avec des personnes qui l'incarnent. L'humilité, le respect, bien entendu, avec beaucoup d'ambition, parce que l'ambition fait partie de ces choses-là. Beaucoup de plaisir de jouer, plaisir d'appartenir au club, mais surtout l'institution. Et s'il y a bien une valeur que j'ai bien comprise ici, c'est que l'institution est au-dessus de tout et que on ne pourra rien faire et rien ne pourra se faire sans l'accord de l'institution. La deuxième chose, c'est le maillot. Forcément, le maillot, il est là. Et tous les joueurs qui participent ou qui sont licenciés au club sont respectueux et fiers du maillot du peuple bleu, parce que c'est vraiment le peuple bleu. Et quand je dis ça, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais ça veut dire quoi, machin, et ainsi de suite. Mais c'est le peuple bleu. Ici, le sang coule bleu. J'ai rencontré beaucoup de joueurs en entretien et beaucoup de personnes en entretien individuel et qui me disent mais moi, mon sang est bleu. Et c'est là qu'on se rend compte de l'impact du club et du maillot. De le porter, tout le monde est conscient de la chance qu'il a de le porter. Moi, il y a des gamins qui sont à quelques kilomètres, qui appartiennent à un autre club. La seule chose qu'ils souhaitent, c'est de porter le maillot du club. J'ai fait venir des joueurs sur un recrutement, sur des essais, sur des choses comme ça. C'est la première chose qu'ils ont, c'est que quand je leur donne le maillot pour pouvoir s'entraîner ou tout ça, ils sont tellement fiers, ils regardent l'écusson, ils sont tellement fiers de porter ce maillot que voilà, ils ont bien compris que c'était une vraie chance pour eux. Et bien entendu, les couleurs, son écusson, son histoire, ça reste quelque chose qui est très respectueux pour le club. Le projet de vie, alors nous, on a défini quelques comportements qu'on attendait auprès de nos licenciés. L'engagement total et permanent. Voilà, et ça, sincèrement, quand on le met, ça reste que des mots. Et quand on le vit ici, c'est quelque chose qui est vraiment présent. La recherche de l'excellence dans le travail, bien entendu, l'identification, le respect du règle qui sont au club, le respect du jeu, de l'équipe, de l'écusson, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Et puis, on a mis aussi, à l'heure où tout est lié avec les réseaux sociaux, d'avoir un devoir de réserve et de neutralité sur les réseaux, parce que tout se sait, on est très peu ici sur l'île. Et moi, j'ai été surpris de savoir que beaucoup de monde me connaissait sans que je les connaisse, puisque moi, je ne sors pas d'ici, mis à part le stade et chez moi. Et finalement, tout se sait. Et parce que tout se dit, c'est que des grandes familles, c'est que des gens qui parlent entre eux. Et forcément, quand il y a un licencié qui met quelque chose sur un réseau social, forcément, dans la minute qui suit, tout le monde est au courant. On a défini en début d'année une conception de jeu. Alors, la conception de jeu, moi, je ne l'ai pas définie. Moi, sincèrement, je n'ai rien à voir là-dedans. On a simplement discuté on a fait un séminaire avec tous les éducateurs, avec quelques responsables du club, voilà. Et la conception du jeu, on l'a mis liée à la culture du club. Et force est de constater que l'identification du club, en tout cas par son jeu, c'est un jeu de transition, def-off et off-def. Et on l'a, entre guillemets,
mis un petit peu plus, ou en tout cas, on l'a développé sur avoir un peu plus la possession à minima, c'est-à-dire les remontées, les ressorties du ballon et ainsi de suite, parce qu'on joue dans un championnat qui est assez faible au niveau régional et qu'on a souvent la possession. Mais il y a quelque chose qui est lié, et on est tous tombés d'accord, c'est que le Sporting doit être identifiable par son jeu et ses valeurs. Quel que soit le lieu du match, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit à Ajaccio, qu'on soit à Corte, qu'on soit sur le continent, quelle que soit la couleur de notre maillot, puisque aujourd'hui on peut jouer en bleu, on peut jouer en blanc, l'équipe première a joué en rouge, en noir, peu importe, quelle que soit la catégorie du club, que ce soit des 18, que ce soit la réserve, que ce soit l'équipe première ou que ce soit les U11, voire les U7, on doit être identifiable par notre jeu et par nos valeurs. Et ça, on est tous tombés d'accord sur cette identification-là. Pour prendre un exemple, on a dans chaque sac d'équipement de toutes les équipes un drapeau qui identifie le Sporting par son écusson, mais aussi par les valeurs que je vous ai montrées tout à l'heure, par les cinq ou six valeurs qu'on défend, et que l'éducateur ou l'accompagnant met où qu'on soit, à l'extérieur ou à domicile, dans les vestiaires, ou accroché à la balustrade, ou accroché à l'endroit où on se change, puisque avec le Covid, on n'a pas le droit au vestiaire. Mais ce drapeau, voilà, il est dans tous les sacs de chaque équipe du club. En accord, bien entendu, avec la direction du club et en accord avec les socios qui font partie prenante des décisions. Le projet de jeu, je vais aller assez rapidement, marquer un but de plus que l'adversaire. C'est des choses que moi, j'avais déjà mises en place avec les sélections et avec notamment Ludo Batelli et qu'on essaie de remettre en place. On a évolué, on est sur à 4 derrière, parce que historiquement, le club a toujours fonctionné à 4 derrière. Donc, on essaye de mettre aussi ça en place sur le foot à 11. Mais ce qui nous importe le plus, c'est l'esprit de compétiteur, l'exigence, bien entendu, et que ça soit en match, mais aussi à l'entraînement. Et surtout à l'entraînement. Pourquoi ? Parce que le niveau dans lequel on évolue aujourd'hui, on n'a pas de concurrence. Si je prends les U16 ou les U18, on a 4 matchs dans l'année, quand on joue contre la CA, quand on joue contre le Gazélec d'Ajaccio. Et c'est tout. Le reste, c'est l'entraînement, parce que les meilleurs joueurs font partie du club, du Sporting Club de Bastia, et qu'on se doit d'être exigeant dans notre organisation entraînement. Les principes offensifs, je vais aller très vite, hein, vous les connaissez. On a essayé d'identifier les séquences, l'attaque placée, l'attaque rapide. Mais l'objectif, c'est de pouvoir identifier surtout la séquence. C'est à quel moment où je suis en attaque placée, à quel moment où l'équipe et les joueurs reconnaissent qu'on est en attaque rapide, avec différentes façons. C'est prendre son temps, conserver, progresser, bien sûr, déséquilibrer, afin de pouvoir finir. Mais quand on est sur une attaque rapide, d'être capable de pouvoir jouer, notamment sur les transitions, et garder la vitesse, le temps d'avance et bien entendu de l'espace. Notre objectif, c'est de garder le positionnement du bloc très haut pour attaquer. Sur les principes défensifs, mais ça, c'est des choses que vous connaissez, hein, et pareil sur le plan défensif. Même si je vous avoue qu'on n'en a pas trop discuté et on n'a pas trop insisté cette année à ma venue, mais malgré tout, c'est de pouvoir identifier, de pouvoir réfléchir et agir ensemble sur différentes façons de défendre. Soit face à une attaque qui est placée, auquel cas il n'y a pas de souci, soit parce qu'on subit une contre-attaque, et ça nous arrive souvent, parce qu'on a souvent le ballon, et quand on perd le ballon, il faut gérer la contre-attaque. Mais c'est aussi lié, lorsqu'on perd le ballon,
a la capacité tout de suite de réfléchir et de pouvoir agir et d'analyser la situation en disant est-ce qu'on est capable de pouvoir faire un pressing très vite sur les 5-6 secondes parce qu'on a un certain nombre de joueurs hauts sur le terrain et de pouvoir faire la transition off-def. Une chose est sûre, c'est qu'on essaye. C'est pas facile, je peux vous l'avouer. C'est pas facile de pouvoir changer les statuts rapidement et de passer d'une situation où j'attaque et je défends pour tous les joueurs parce qu'il y a tellement peu d'adversité lorsqu'on fait les matchs contre d'autres équipes que des fois, il n'y a forcément pas besoin de faire ça pour pouvoir récupérer le ballon. Il y a de trop grandes différences de niveau pour que les garçons ne soient pas dans l'obligation de pouvoir se mettre dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, on essaye de faire en sorte de les faire réagir par rapport à ça. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'on a le ballon, notre objectif, c'est jouer dans les intervalles, jouer entre les lignes pour garder cette possession. C'est d'avoir du jeu combiné à 2, à 3, d'avoir des enchaînements d'actions suffisamment longues pour avoir de la maîtrise, mais toujours avec un souci de jouer vers l'avant, donc avoir de la verticalité ou de contourner en jouant à l'opposé, c'est-à-dire de sortir de la densité et de pouvoir contourner l'adversaire. Si on perd le ballon dans cette phase-là, forcément, on a une transition off-def. Et là, on demande à l'ensemble des joueurs de l'académie une réaction immédiate à la perte sur un pressing haut, notamment si le bloc est haut. Si on n'est pas capable de ça, de se repositionner dans une phase défensive où notre objectif, c'est de maintenir le bloc afin de pouvoir récupérer, malgré tout, haut, si possible, freiner la progression pour éviter que l'adversaire avance, mais aussi comment agir sur les temps de passe et non pas subir. Densifier le couloir de jeu direct, donc de se repositionner en bloc pour éviter d'être percuté très, très rapidement et en espérant récupérer le ballon afin de pouvoir faire une transition def-off très rapide. Et là, l'objectif, s'il n'y a pas de concession, c'est si je peux jouer vers l'avant, il faut jouer vers l'avant. Si je ne suis pas en capacité de jouer vers l'avant, c'est vite sortir de la densité pour retrouver une phase offensive. Et le côté systémique, je pars d'une phase offensive et je pars d'une transition et ainsi de suite, doit rester forcément à l'esprit de tous nos joueurs lorsqu'ils font une séquence d'entraînement, de jeu, une opposition, un match contre une autre équipe. Ça doit être quelque chose qui doit être permanent, en tout cas sur l'attitude des joueurs. Je vais vous parler un petit peu plus de l'équipe que j'ai pu avoir en charge cette année, parce qu'au-delà de la responsabilité de l'académie, j'ai aussi en charge une catégorie, notamment les U16. Alors voilà, je vous mets la programmation de l'entraînement, rien de particulier, en sachant que tout le monde s'entraîne sur le foot à 11 4 fois, et puis un petit peu moins sur le foot à effectif réduit. Si je prends une semaine type d'un U16, il est au lycée ou au collège, parce qu'on est sur les 2 années d'âge. Un U15 est au collège et un U16 est au lycée. On a des accords avec les établissements scolaires pour pouvoir bénéficier des horaires aménagés et d'avoir le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi l'ensemble de l'effectif. Alors, ça peut coincer pour un ou deux, mais de les avoir libérés à 16h pour qu'on puisse commencer les entraînements à 16h30 et de finir à 18h, au plus tard à 18h30. Sauf le lundi, où le lundi est consacré essentiellement soit du repos, pour ceux qui n'ont pas de problème, soit du soin, puisqu'il y a une visite médecin qui est programmée pour tout le monde, ou soit pour des joueurs qui reviennent
de blessures et là, il y a une programmation sur la réathlétisation, sur les retours avec un S de blessures avec le préparateur athlétique. Ensuite, c'est retour en famille, parce que beaucoup sont de Bastia. Les quelques-uns qui sont hors Bastia reviennent à l'internat. Et l'internat, c'est soit un internat qui est pris en charge par le club, ou soit un internat lycée pour les joueurs qui sont corses et qui ont préféré venir à l'internat lycée. Le samedi était consacré au match et puis après, le dimanche, rien du tout. Je reviens. Zut. Et rien du tout. Et par contre, il y a un retour à l'internat pour ceux qui sont internes le dimanche soir pour la reprise de la scolarité le lundi matin. On a programmé, alors je n'ai pas fait de programmation tel qu'on peut l'entendre. Je n'aime pas trop ce mot périodisation tactique, mais c'est celui que j'ai utilisé. Mais voilà, on est sur des phases de jeu en jaune, en bleu, voilà, et on n'est que sur la tactique, et ça sur tout le foot à 11, et notamment sur les U16. On est sur ça. Et forcément, quand on est sur de la conservation, progression, en rapport de force, on est sur de l'opposition. C'est-à-dire que quand je travaille avec un groupe, l'autre est forcément en opposition. Et là, on est, par exemple, tout le mois d'août, le début septembre, on était vraiment sur ça. On a fait une petite pause pour travailler autre chose, notamment le déséquilibre. Et la finition pour pouvoir à nouveau revenir, et ainsi de suite. Et on fait ça sur toutes les phases de jeu, que ça soit agrandir l'espace de jeu, mais ça peut être aussi jeu dans le dos de la défense. Voilà, on n'en a quasiment pas parlé sur toute la première partie, et puis après, on en a parlé un petit peu. On a laissé mûrir tout ça pour revenir, et voilà, et on fonctionne un petit peu comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de les faire jouer, de les faire entraîner à jouer au football, plutôt que de faire une programmation liée à la préparation athlétique ou autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de contrôler les charges. Et quand je suis arrivé, on est passé par ce qu'on fait dans tous les clubs, de faire une feuille Excel, de demander la RPE, et ainsi de suite. Et très rapidement, le club m'a fait confiance afin de pouvoir de prendre une application qui peut nous permettre, en accord avec le préparateur athlétique, de contrôler les charges. Et cette application, c'est Soccer BI. Donc, ça me permet, voilà, je vous ai mis un petit résumé des charges de travail et des contrôles des charges qu'on peut faire. Et de la même façon, très individuelle, voilà, de pouvoir prévisionner et faire ça. Mais je vous avouerai que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est plutôt mon préparateur athlétique qui gère ça et qui me fait un retour notamment sur les joueurs qui pourraient être à risque en cas de blessure avant les entraînements. Une semaine se compose, donc vous l'avez vu, le lundi, on est plutôt sur la réathlétisation et je ne vais pas en parler parce que ça se fait en salle ou sur le terrain. Mais après, sur une semaine type qu'on pourrait faire, voilà, je vous ai mis un mardi, par exemple, avec un thème sur le jeu entre deux, avec dans un premier temps de la PPG qui se compose comme ça et alors là, il y a beaucoup de monde, vous l'avez vu, parce qu'on a regroupé, c'est des choses qu'on a faites où on a regroupé deux catégories, puisqu'on avait un demi-terrain chacun, il y avait beaucoup de monde. Mais ça, on ne déroge pas. Chaque début d'entraînement se fait avec une part individuelle où on a donné des fiches à chaque joueur sur la prévention des blessures. Et ensuite, tout ce qui concerne ce que j'appelle la PPG, c'est-à-dire tout ce que vous voyez à l'écran,
avec le préparateur athlétique pour mettre en action le joueur sur le plan athlétique. Voilà, être capable de pouvoir être prêt dès qu'on en a besoin. Et ça, tous les jours, en termes de coordination, en termes de voilà, c'est à la charge du préparateur athlétique. On a 15 minutes. Voilà, il sait qu'il a 15 minutes qui sont consacrées uniquement à la mise en action avant de commencer l'entraînement. Ensuite, bah voilà, un travail technique. Je reviendrai un petit peu plus après sur les jeux références qu'on a pu mettre en place. Je ne vais pas développer sur les séances, mais un travail technique. Et toutes nos séances sont composées comme ça. Un travail avec le préparateur athlétique, un travail technique, un travail de conservation, pardon. Là, en l'occurrence, c'était le Taureau barcelonais avec 3 équipes de 4. L'objectif là, c'est des joueurs offensifs. Pour marquer un point, il faut toucher à l'intérieur. Et là, on marque un point. Et là, il y a les rouges, en l'occurrence, qui sont défenseurs dans cette partie-là. On fait 3 rotations de 4 minutes, ce qui nous permet de faire la même chose avec les 3 couleurs, mais sur un espace plus grand, puisque voilà, vous voyez, on part de la médiane jusqu'à le coin des 6 mètres, et on fait exactement la même chose. Autant là, c'est cadré. Les joueurs à l'extérieur du carré sont inattaquables. Et, et là, on fait exactement la même chose, c'est la même structure, mais par contre, bah là, on est adaptatif et on essaye de faire comprendre qu'il faut aussi se repositionner, les 2 équipes qui jouent ensemble, pour utiliser l'espace à l'extérieur sans qu'on soit obligé de dire toi, tu es à l'extérieur, toi, tu es inattaquable, et ainsi de suite. Et on finit un jeu avec gardien de but en 2x10 sur un terrain beaucoup plus grand. Ça, c'est un exemple de séance qu'on a pu faire un mardi. Est-ce que j'ai… Oula. Mardi, oui, j'ai la séquence PPG. Je n'ai pas de vidéo. La séance du mercredi, de la même manière, on est toujours sur la même base. PPG, travail technique fermé. Autant tout à l'heure, on était sur un travail technique ouvert. Alors, vous allez me demander pourquoi technique ouvert et technique fermée. Technique ouvert, on est sur de l'adaptatif. Voilà, c'est tout le monde joue avec tout le monde. Il n'y a pas de chemin préférentiel. Il y a simplement des consignes. Là, en l'occurrence, sur ce que j'entoure, c'est appui-soutien pour rentrer dans le carré. Voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, le travail technique fermé, c'est vraiment un vrai travail, et vous le verrez après, parce que ce travail technique, ça fait partie de nos exercices qu'on a mis en référence et qu'on utilise en U13 jusqu'en réserve, et qu'on a pu mettre en place. Je vais vous montrer des vidéos pour bien vous expliquer. Une conservation, toujours pareil. Là, en l'occurrence, on était sur la transition def-off et off-def. Très peu de profondeur, beaucoup de largeur. On ne défend pas, on ne défend que dans 2 zones. Et l'objectif, c'est que quand on récupère et qu'on marque dans la même zone, on marque 3 points pour valider notamment la transition off-def def-off, pardon, très vite, mais aussi pénaliser la transition off-def qui n'aurait pas été suffisamment bien faite. Donc, on met 3 points sur cette partie-là. On fait la même chose sur cette… je reviens. On fait la même chose sur une animation offensive où là, on donne… je ne suis pas sur la bonne séquence. Voilà, jeu de transition, voilà, c'est ça. Et là, on fait la même chose avec 3 portes à atteindre, avec des zones latérales. Zone inattaquable pour permettre à la défense de pouvoir ressortir relativement proprement, mais on le reverra parce qu'il y a aussi un travail de remontée du ballon. Et l'objectif, c'est d'aller marquer. Et inversement, quand on récupère la transition, on peut la terminer soit sur le but entier ou soit sur, toujours pareil, dans la même zone ou pas. Le jeudi, on est sur un
sur un travail de technique ouvert. Alors, j'ai remis la même photo que j'avais mis le mardi, mais on a d'autres travails techniques ouverts. Un travail de conservation avec, je vous le montrerai parce que ça fait partie de nos jeux références. Celui-ci, je ne vais pas le développer. Et de la même façon, un travail de remontée du ballon et de transition que j'évoquerai tout à l'heure dans les jeux références. Ça peut être une séance qu'on utilise le jeudi. Le vendredi, on est plutôt sur un travail, là, on essaie de capter l'attention. Donc, sur un travail technique fermé, voilà, où c'est nous qui décidons du cheminement. Donc, voilà, ça peut être un travail comme ça. Je mets celui-ci, mais ça peut être autre chose. Un taureau transition, alors le taureau transition, il est hyper important. En fait, il y a 3 taureaux, peu importe. Là, j'ai mis un 5 contre 2, mais suivant le nombre de joueurs, on peut faire un 6 contre 2 ou en mettre plusieurs. L'idée, c'est qu'il y ait deux taureaux sur deux taureaux, pardon, et le troisième est libre. Donc, en fait, ils gardent le ballon, ils gardent la possession et ils font un travail technique sans opposition dans un premier temps. Et en fait, les deux qui perdent le ballon ici, donc là, c'est si les jaunes récupèrent le ballon, les deux, celui qui a fait la passe et celui qui a perdu le ballon, prennent les chasubles qui leur sont dédiés et doivent très rapidement aller sur le taureau qui est libre, où il n'y a personne. Et en fait, on passe les deux jaunes viendraient ici, les deux bleus qui perdraient le ballon, qui deviendraient jaunes, passent ici, et on passe sur des transitions avec des courses, notamment différentes, pour pouvoir prendre des informations et aussi de passer d'un taureau à un autre. Donc, en fait, ça nous permet de changer toujours les 5 contre 2 qui ne sont jamais les mêmes, puisque entre celui qui perd le ballon, c'est jamais les deux binômes, les mêmes binômes, et les endroits où ils font le taureau ne sont pas les mêmes. Et ensuite, on fait animation offensive. Alors là, on est sur 2 fois 10 joueurs. Où là, l'objectif, c'est on donne la source de ballon à l'équipe bleue, par exemple, et ils jouent ensemble. Quand ça part à gauche, il faut qu'ils finissent à droite. Tout le monde touche le ballon et on finit devant le but. Et ça, on met toutes les relations qu'on peut mettre en place. Et une fois pour les bleus, une fois pour les rouges. Les bleus restent une fois qu'ils ont terminé et que l'action se termine. L'objectif, c'est transition à la perte et ils doivent très vite en sprint se repositionner dans leur position initiale. Comme ça nous permet aussi de travailler la vitesse et le repositionnement et la transition. Et ensuite, une fois que les bleus ont fini, on passe au rouge et ainsi de suite. Et on finit par un jeu en fin de séance. Les jeux et les exercices références qu'on a identifiés à l'heure où je vous parle, parce que tout n'est pas finalisé. Vous imaginez bien que depuis le mois de juillet que je suis arrivé, je n'ai pas pu valider un certain nombre de choses. On continuera. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a validé des exercices et des jeux qui peuvent être, qui sont utilisés aussi bien sur les U13, actuellement c'est les U13, élite, jusqu'à l'équipe réserve. Le premier exercice qu'on a mis, c'est celui-ci, que vous avez le descriptif. Le ballon part d'ici, on le donne, on donne une indication, ça seul où ça vient, c'est-à-dire qu'on donne une indication. Si ça vient, eh ben, on remet en une touche et c'est lui qui vient, qui donne au troisième. Si c'est seul, il contrôle et c'est lui qui fait l'appui soutien. Et ensuite, il y a l'appui soutien et la passe en profondeur. L'objectif, c'est de retrouver les 3 passes, l'appui, le soutien et la passe en timing sur un joueur lancé. Donc voilà, veillez à donner l'information dans le bon temps, la coordination des déplacements, la passe claquée, la passe dosée et la passe en timing. Alors, ça donne quoi? Ça donne ça. Je vous le mets. Il y a un petit recti. Voilà, là, on est sur ça vient. On a donné l'indication ça vient, donc du coup, il a remis en une touche. Le joueur revient dans la situation, on fait un passé suit. Derrière, là, c'est
seul, et du coup, il garde le ballon, il contrôle vers l'objectif et il enchaîne. Et derrière, ça le fait comme ça dans le descriptif. De façon générale, ça fait ça avec les joueurs. Donc là, c'est un groupe de joueurs qu'on a déjà identifié. C'est les U15 et les U14 de cette année. Voilà, c'est les U16 de l'année prochaine. Voilà. Et donc là, on voit bien ici la passe. Je me décale. Ça vient où c'est seul. Il donne l'information. Donc là, c'était seul. Appui soutien. Là, par contre, ça vient. Du coup, il enchaîne par une remise en une touche et quelque part, le joueur qui reçoit ici ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. Il est obligé de s'adapter. Et même chose dans les deux sens, parce qu'on peut le faire dans les deux sens. Et là, on a les 3 passes. Alors, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, bien entendu. Mais en tout cas, c'est un exercice qu'on a mis en place de façon transversale entre les U13 et l'équipe réserve pour retrouver la passe claquée, la passe dosée et la passe en profondeur avec une prise d'information au départ sur ce joueur-là parce qu'il ne sait pas s'il va devoir contrôler ou jouer en une touche. Donc, voilà le type d'exercice qu'on essaie de faire avec l'ensemble de l'académie. Et là, en l'occurrence, c'était les U16. L'exercice technique, alors, vous reviendrez s'il y a des questions sur cet exercice-là. L'exercice technique numéro 2, il paraît compliqué comme ça, mais il est très simple. L'objectif, c'est la passe claquée à l'intérieur pour un 1-2. La passe à l'extérieur, puis déplacement à l'intérieur. C'est pour ça dire je donne et je vais ailleurs. Voilà. On le fait dans un sens et dans un autre. Donc, veillez à donner l'information, toujours la même chose, seul où ça vient. C'est important. En tout cas, c'est ce qu'on considère. La coordination des déplacements et bien sûr, les 3 passes qui existent dans le football, la passe claquée, la passe dosée et la passe en timing. Ce qui, ça donne ça toujours pareil sur le petit schéma. En même temps, une fois que j'ai donné sur l'extérieur, je viens à l'intérieur avec toujours des prises d'informations pour que la technique soit aussi liée à des prises d'informations et que ça ne soit pas uniquement répétitif sur le plan technique, mais qu'il y ait une vraie compréhension et notamment, vous le verrez après sur le terrain, de passer dans le dos des défenseurs parce qu'on considère que les 2 coupelles, c'est 2 défenseurs et de passer dans le dos. Une fois que j'ai donné, j'essaye de passer dans le dos pour me repositionner dans l'intervalle. Voilà, comme lui, il vient de le faire. Et je me mets dans l'intervalle. Là, pareil, il se met dans le dos des 2 défenseurs. Voilà, pour venir se positionner à l'intérieur. Il donne à l'extérieur et derrière, il se repositionne à l'intérieur pour toujours avoir du jeu à l'intérieur et à l'extérieur. On le fait bien entendu des 2 côtés. Il n'y a pas de souci. C'est des exercices qui sont susceptibles d'être faits des 2 côtés. Et après, la plus grande difficulté, c'est de coordonner la passe et de coordonner la passe et les déplacements. J'enchaîne, même s'il restait quelques secondes, ce n'est pas très grave. Ça, c'est les 2 exercices qu'on a identifiés pour nous. Ensuite, en termes de jeu, on a mis toujours pareil par rapport à notre projet de jeu, les transitions off-def et def-off. Donc, c'est très simple. On essaie de créer un 5 contre 4 ici. Dès qu'on récupère pour les bleus à la récupération, c'est très vite retrouver donner le ballon où il y a un 2 contre 1 de l'autre côté afin de pouvoir basculer d'une zone à une autre en sachant que lui, le rouge, il est en anticipation et que son objectif, c'est qu'il doit anticiper la perte
de ballon de son équipe, comme un défenseur central doit le faire lorsque son équipe est en phase offensive, bah, d'être très vite en anticipation. Alors, c'est compliqué parce qu'il est 2 contre 1, enfin 1 contre 2, mais voilà, dans l'esprit, c'est un petit peu ça qu'on souhaitait, notamment dans les transitions. Donc, ça donne, je vais plus vite, ça donne ça. Voilà, dès qu'on a récupéré, on bascule tous dans un sens. On essaie de conserver à 5 contre 4. Voilà, avec du mouvement, toujours pour avoir la notion de conservation. Et voilà la phase qu'on a pu mettre en place cette semaine avec les 14 et les 16, puisqu'on a déjà changé. Donc là, pareil, le défenseur central jaune a bien anticipé et du coup, il peut remettre le ballon dans cette zone-là et il ne perd pas la possession. Donc voilà, l'idée, c'est de garder de la maîtrise collective et par contre d'anticiper. Alors, les phases de transition, elles arrivent à la perte du ballon, mais on veut aussi avoir de la maîtrise collective et le 5 contre 4 dans cette zone-là est largement suffisant pour trouver des bonnes situations. Voilà, là, il y a une récupération. Là, il veut donner le ballon parce que la règle est comme ça, mais par contre, le jaune a bien anticipé, comme un défenseur central pourrait le faire en match avec une perte de ballon et tout de suite d'être comment concerné, même s'il n'est pas tout de suite dans l'action. Vous allez voir, après, je couperai la vidéo, mais il va avoir malgré tout une récupération des Bleus. Hein. Voilà. Et là, on la récupère et tout le monde bascule. Et là, c'est la même chose, sauf que là, la conservation, elle est pour les bleus et on refait la même séquence. Là, pareil, le bleu anticipe bien la récupération et peut enchaîner comme on le disait. Il anticipe la perte et on est vraiment dans les transitions et d'anticiper les pertes de balles de son équipe. Et ce jeu a été mis en place, pareil, dans toutes les catégories et qu'on utilise beaucoup. On peut utiliser le jeu long, bien entendu, hein, parce que voilà. Et ça permet de basculer, de retrouver à nouveau notre 5 contre 4 dans cette phase-là. Je vais arrêter, même s'il ne reste pas énormément de vidéos, mais je passe, vous avez compris le principe. Le jeu numéro 2, c'est dans la même partie de terrain à peu près. Hein, voilà, l'idée, c'est qu'on est sur un camp à attaquer. Donc, les bleus, qui sont ici 5, doivent toucher dans la remontée du ballon un partenaire qui est en poste. Et dès qu'on a donné, par exemple, si lui donne, bah, c'est lui qui doit prendre sa place. Lui rentre à l'intérieur et on marque un point. Mais par contre, le temps que lui aille là, eh ben, il faut qu'on conserve à nouveau avant de pouvoir rejouer avec lui. Vous allez le voir de façon plus symbolique sur une animation. Donc là, on est vraiment sur un camp à défendre et un camp à attaquer. Donc un sens de jeu. Et là, l'objectif, c'est de retrouver le joueur en opposition et de retrouver un troisième joueur. Voilà. Ce n'est pas simplement je remets à celui qui m'a donné, mais c'est donner à un troisième. Donc là, l'application sur le terrain. Donc là, on ressort le ballon parce que voilà, on ne peut pas jouer. Là, du coup, les bleus attaquent du côté gauche, hein, on est bien d'accord. Donc là, ils sont dans une phase de conservation et de construction. Et là, il y a un joueur qui vient et le troisième. Et là, ils ont marqué un point. Et là, ça peut changer. Et c'est lui qui vient se positionner dans cette zone-là. Et là, ils doivent conserver le ballon pendant cette période-là avant de pouvoir rejouer. Là, il y a à nouveau, il y a un changement de statut. Lui, il vient se positionner derrière. À la récup, et ben, de la même façon, l'équipe qui conserve
Et là, ils marquent à nouveau un point puisqu'ils ont trouvé un troisième. Ils sont obligés de ressortir le temps de faire, de changer. Là, je mets une pause parce que, en fait, on peut l'adapter aussi. Là, j'ai changé, au lieu de faire un 5 contre 5 en égalité numérique, qui pourrait avoir des résultats médiocres, parce qu'il y a beaucoup de pertes de balles, il y a beaucoup de tout ça. On peut aussi l'utiliser en disant on fait un 4 contre 4, mais avec 2 jokers offensifs pour créer un 6 contre 4, pour avoir un peu plus de qualité. Je reviens. Je reviens ici. C'est là. Pardon, excusez-moi. Et on revient et je remets la vidéo, mais là, c'est une vidéo avec la même chose, mais avec deux jokers. Au lieu de faire un 5 contre 5, on fait un 4 contre 4 avec 2 jokers offensifs, ce qui nous permet de pouvoir penser on a plus de qualité, puisqu'on est forcément toujours plus 2. Et là, on ressort le ballon. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller à nouveau remonter le ballon. Et là, le troisième, est-ce qu'il va être touché? Non. Voilà. Et l'objectif, c'est de faire monter le bloc pour pouvoir toucher le troisième. Voilà. Il y a une petite adaptation qui peut être faite avec le nombre de joueurs. J'enchaîne. Je n'ai pas la vidéo, mais on fait exactement la même chose sur un 10 contre 10, sur un grand jeu. Hein, c'est le même jeu avec les joueurs ici extérieurs, et vous comprendrez pourquoi après, qui sont très très hauts sur la remontée du ballon. La remontée du ballon, pardon, avec une zone inattaquable au départ. Un 10 contre 10, deux défenseurs qui peuvent utiliser cette zone-là. Et l'objectif, c'est de remonter le ballon pour toucher ces joueurs-là à l'extérieur. Et pour marquer un point, c'est de toucher un troisième, bien entendu. Et ça, on le fait sur un grand jeu. C'est une application sur 10 contre 10, notamment sur la remontée du ballon. Ça, c'était nos jeux références, et c'est pour ça que je voulais venir, et je n'ai pas mis tout de suite la séance du samedi qu'on a fait depuis le confinement, non pas sur des matchs, mais sur des oppositions, avec un protocole très simple, la PPG, comme vous l'avez vu, un travail technique de passe-essuie, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, un petit jeu pour retrouver les 10 qui démarrent avec un 54 avec un joueur à l'opposé pour jouer sur les transitions, et on décale. Et ensuite, l'opposition qu'on a faite avec quelques images pour vous montrer une application sur du grand jeu. Je vous ai pris spécialement des images où à Bastia, il pleuvait. C'était au mois de janvier, cette séquence-là. Voilà, avec l'objectif du positionnement, mais toujours avec la volonté, notamment dans la remontée du ballon, de pouvoir prendre son temps, mais à un moment donné, d'être capable de pouvoir déclencher quelque chose dès qu'on en a la possibilité. Et très, très rapidement, on voit qu'il y a des principes qui commencent à se mettre en place. Autre chose aussi, c'est je vais arrêter la vidéo ici. Zut. Simplement pour vous dire qu'on est très attentif aussi à l'analyse du jeu, c'est d'être capable de pouvoir identifier est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Et là, dans l'analyse de jeu, on s'aperçoit qu'on est on est 3 attaquants contre 5 défenseurs, et que ça va être très, très, très compliqué de pouvoir passer. Donc, c'est aussi toutes ces choses-là pour prendre son temps, parce qu'au départ, il commençait à une action à droite et il a finissait à droite. Quoi qu'il arrive, voilà, il forçait le passage et il perdait un ballon, enfin 2 ballons sur 3. Et aujourd'hui, ils sont capables de pouvoir se dire ah bah je peux pas, bah tant pis, je prends le temps et je reconstruis quelque chose. Et on va voir très rapidement que
notamment ces joueurs-là qui se positionnent derrière avec jeu de face, sont capables de pouvoir trouver des solutions et de pouvoir éventuellement finir les actions. Le positionnement des deux milieux de terrain, notamment ici, vous le voyez ici, ils sont importants derrière la ligne des milieux de terrain. Même chose ici, les deux joueurs, ils sont toujours derrière les lignes pour pouvoir faire reculer les… C'est moi qui ai arrêté? Oui. Pour pouvoir faire reculer l'adversaire afin de pouvoir envisager de pouvoir continuer les actions. Là, pareil, sur les ressorties de balles, on était sur une position interne, donc il n'y avait pas d'équipe 1 et équipe 2. Mais c'est surtout le positionnement, même si là, ça va mal se terminer, mais c'était surtout le positionnement de départ. Les transitions offensives, oui, forcément, il y en a. Et l'objectif, c'est très vite se positionner vers l'avant en ayant quelqu'un qui est jeu de face. Donc, on n'est pas forcément sur une première intention, on est aussi sur des intentions différentes, même si là, l'adversaire s'est repositionné, mais l'objectif, c'est toujours de pouvoir se projeter vers l'avant. Donc là, pareil, récupération et très vite sortir de la zone de densité, aller vite vers l'avant et de profiter des espaces que l'adversaire nous propose. Et très vite, on s'aperçoit qu'en faisant ça, on a aussi des possibilités c'est quoi? Oui, ressorti. C'était une autre. Je vais peut-être aller vite sur celle-ci parce que c'est une autre. C'était un autre événement. C'était pas le même jour. Où là, on a des ressorties de balles où on est sous pression. Vous voyez que les Bleus essayent de bien ressortir, enfin de bien presser. Et malgré tout, le positionnement des Verts permet une ressortie de balle. De la même façon, là, je crois que ça sera un peu plus visible. Où là, où l'objectif est vraiment d'avoir des joueurs très très hauts pour pouvoir retrouver et créer un 8 contre 6 à la ressortie de ballon. Je crois que c'est sur celle-là où j'ai un petit clin d'œil à faire à Antoine. Avec le positionnement, et il le sait parce qu'on en avait souvent discuté. On en avait souvent discuté lors des interdistricts et sur la ressortie de balle, toujours le positionnement des attaquants très très haut pour pouvoir fixer à 3, de fixer 4 adversaires. Et du coup, si j'enlève cette partie-là, du coup, on se retrouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il m'en manque un, je ne sais pas où il est là-bas au fond. 8, puisque c'est l'arrière latéral qu'on ne voit pas derrière. 8 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus. Et faites l'expérience sur un demi-terrain à 8 contre 6. Je suis sûr et certain que vous ressortez les ballons. Voilà, il est là le 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec le gardien 7, 8 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a notre 6 contre 8 et on ressort les ballons facilement, ou en tout cas relativement facilement. On est capable de pouvoir remonter les ballons. Et ça, c'est des choses qu'ils ont compris. Et surtout avec les joueurs qui viennent se mettre dans l'intervalle et dans le dos de la défense, ça permet de pouvoir enchaîner. Même si on ne le fait pas dans un premier temps, on va le recommencer et à un moment donné, de toute façon, il y aura les séquences qui fonctionnent. Donc là, c'est notre séquence.
je vais la laisser passer et je ne vais pas prendre plus de temps, mais vous avez compris le principe qu'on essaie de mettre avec les joueurs qui sont dos au jeu, enfin derrière la ligne. Et ben, voilà, ça permet très rapidement de pouvoir ressortir le ballon malgré le pressing adverse. Et derrière, ça se finit par une occasion de but et tout de suite la transition, bien entendu, et là, on recommence, pas perdre le ballon et de reconstruire un petit peu plus haut. Et ça se termine, je crois, par un but. Allez, je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Sur les transitions, vous l'avez fait. Allez, je passe au… On reviendra s'il y a besoin de revenir sur les images et ainsi de suite. Mais vous avez compris un petit peu le projet de jeu et les mises en application terrain. En ce qui concerne les perspectives, l'organigramme prévisionnel 2021-2022, il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment la création d'une cellule vidéo dédiée à la formation qui va être mise en place. La création d'une cellule recrutement, parce qu'actuellement, elle n'existe pas et je peux vous dire que j'ai demandé à ce qu'on fasse des détections et ça a été mis sur le site du club et sur les réseaux sociaux du club vendredi et à aujourd'hui, on a plus de 250 demandes. Donc, sincèrement, j'ai autre chose à faire que de trier les CV ou les demandes de choses. Donc, il y aura au moins une personne dédiée au recrutement pour la formation dès l'année prochaine. On fait aussi, on va créer une cellule foot diversifiée puisqu'on a déjà aujourd'hui une section Futnet qui est en Ligue 1 et qui est au plus haut niveau en termes de compétition, mais on a une trentaine de licenciés loisirs en Futnet, si on peut l'appeler tennis ballon de façon communément, le foot golf bien entendu, puisque là on a déjà fait des actions là-dessus, le feed foot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on a envie d'amener les parents à venir et pendant la séance de leurs enfants, notamment sur le foot à effectif réduit, et de leur proposer du feed foot, c'est-à-dire de danser sur des musiques, mais aussi en accord avec des gestes de footballeurs, et puis le foot en marchant que tout le monde connaît. Et ça, dès l'année prochaine, on aura une section qui sera complètement dédiée là-dessus. On a d'ailleurs une journée d'ici la fin de saison qui sera uniquement portée sur ce développement de la cellule diversifiée. On va nommer aussi un éducateur qui sera chargé de développer le foot féminin. Quand je suis arrivé, il y avait 5 filles au club. Aujourd'hui, on en a 45. Alors, ce n'est pas moi qui les ai fait venir, c'est simplement qu'on a mis des actions pour les amener à venir. Et en fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte. Et le fait de s'occuper un petit peu du foot féminin, d'une part parce qu'on était dans l'obligation pour l'obtention du label, donc par obligation, on a essayé de faire des choses. Mais ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un engouement pour le foot féminin qui était très important, même si la place des filles pour jouer au foot en Corse reste encore très, très difficile. Les préjugés sont encore très présents sur l'île. On va recruter un préparateur athlétique, on en a déjà un, on va en recruter un en plus pour la formation, pour s'occuper notamment du contrôle des charges. On a fait l'investissement aussi de GPS pour l'année prochaine pour l'ensemble des équipes de l'académie afin de pouvoir analyser toutes les données. Donc, il nous faut une personne supplémentaire. Donc, on aura 2 personnes à l'académie sur la préparation athlétique, mais qui travailleront en transversalité et non pas en charge d'une équipe. Et la personne qui va être recrutée aura aussi comme mission de faire un programme de développement avec le foot à effectif réduit, notamment sur la proprio, sur la coordination, sur l'agilité, sur la dissociation des segments, enfin bref, de travailler
tout ce qu'on peut développer chez les jeunes joueurs sur la préparation athlétique et notamment la coordination. L'année prochaine, on aura un adjoint technique aux entraîneurs et un accompagnateur pour toutes les équipes. Ça, c'est une volonté que j'ai souhaitée pour permettre à l'éducateur de pouvoir d'être au moins 2 sur les séances d'entraînement et d'être au moins 3 sur les matchs le week-end. Et la dernière chose, c'est la mise en place avec la Ligue de Corse de football du BMF en apprentissage. Vous savez que et on est très proche du professionnalisme aujourd'hui, puisqu'il reste 12 points à distribuer et on en a 11 d'avance. Et que voilà, il faudrait un cataclysme pour qu'on ne soit pas en Ligue 2 l'année prochaine et retrouver le milieu professionnel. Et du coup, la Ligue de Corse nous a déjà sollicité afin que je puisse être le référent pédagogique du BMF en apprentissage au sein de la structure Sporting Club de Bastia. Actuellement, on a déjà 14 stagiaires qui qui ont été identifiés à l'intérieur du club et on peut penser qu'on en aura encore 4 ou 5 des clubs aux alentours qui viendront nous rejoindre. Le projet du centre de formation, parce que si on parle de club professionnel, vous savez très bien qu'à terme, il faudra un centre de formation. Il est déjà en place. Voilà les images du permis de construire qui a été déposé en début d'année 2021 avec un centre de formation qui va prendre de forme voilà, très, très rapidement. Maintenant, il y a des délais qui sont incompressibles. Hein. Le dossier d'agrément, on ne peut pas le déposer avant le 31 octobre 2022, c'est-à-dire après la première année de maintien en Ligue 2 et d'avoir toujours le club au niveau professionnel. Ensuite, elle sera bien entendu liée à la visite de la FFF pour un accord avant le 31 décembre de l'année 2022, ce qui nous permettrait peut-être, dans le cas où la Fédé dit c'est bon, le fonctionnement, les bâtiments fonctionnent bien et vous pouvez, à partir du 1er janvier 2023, signer des annexes, notamment avec les joueurs de notre propre club, de nos propres licenciés, et puis pour une ouverture du centre de formation au 1er juillet 2023. Donc voilà le projet qui est déjà bien en place. Mais il va au-delà de ça, puisque on va utiliser le country hein, qu'on utilise déjà actuellement. C'est un site qui est déjà existant, où on a déjà des terrains synthétiques et des terrains pelousés. Et en fait, il y a 13 hectares qui sont à notre disposition, qui appartiennent au club et où on a actuellement mis un clubhouse et on utilise 2 terrains. Et l'objectif, c'est bien sûr de construire le centre de formation dans un premier temps parce que c'est l'urgence, mais aussi à terme de mettre tous les bâtiments administratifs du club sur ce site-là et le centre d'entraînement des pros afin de pouvoir quitter les locaux de Furiani, enfin en tout cas du stade, et de ne plus aller à l'IGESA qui est pour l'instant en location pour un euro symbolique, mais qui coûte excessivement cher au club puisqu'on arrose à l'eau potable et vous imaginez bien qu'à Bastia, il faut arroser beaucoup pour que la pelouse soit bonne et du coup, ça coûte un bras au club. Donc, l'idée, c'est qu'à terme, en tout cas dans les années à venir, que l'ensemble du club et le lieu de vie soit sur ce site-là avec le centre de formation, les bâtiments administratifs et le centre d'entraînement. Dernière diapo, c'est notamment le projet de rénovation du stade Armand Cesari qui a été acté par la communauté d'agglomération de Bastia au vu des résultats de l'équipe première. Et voilà l'enceinte qui devrait voir le jour d'ici quelques années et de passer d'un stade qui fait 17 000 personnes à un stade qui pourrait en contenir 25, mais avec tous les aménagements d'accueil qui pourraient être valorisés. Je vous remercie.
à toutes et à tous pour votre écoute. Et voilà, je suis complètement disposé à répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. J'arrête le partage et je reviens à vous. Merci. Je vais mettre de la lumière. Ça va mieux? Ouais, c'est bon. Merci bien. Bon, pour information, Martial nous entend maintenant. Donc, il a pu assister et entendre tout ce que tu as dit, Olivier. Donc, je laisse les gens se reconnecter tranquillement, enfin, reconnecter les micros pour ceux qui auraient des questions. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez. Donc, soit vous prenez la parole, soit vous me faites signer. Je vous donne la parole pour les plus timides. En sachant que pour lancer un petit peu les choses, c'est que au vu de… Puisqu'on s'est mis d'accord il y a un peu plus de 15 jours, et qu'avec un projet aussi important que celui qui est celui du Sporting Club de Bastia, ça m'a permis, d'une part, et je vous en remercie, de formaliser un certain nombre de choses. Ça m'a obligé à formaliser et que voilà, c'est qu'une présentation. Il y a plein de choses, notamment dans des choses plus directes que je ne peux pas mettre dans une présentation, mais qui peut être à discuter. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vais lancer. Vas-y, Damien. Je vais lancer le truc. Bon, Olivier, d'abord, merci de ton intervention. C'était très cool et ça fait du bien d'entendre parler foot parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu sevré. Donc, de voir des exercices, des vidéos, c'est toujours sympa. Je voulais revenir avec toi sur cette notion de valeur parce que tu l'as souligné, 9000 licenciés, très peu de clubs, en fait, très peu de niveau de compétition, si j'ai bien compris, en ce moment en tout cas. Mais est-ce que ces valeurs, elles sont innées aux joueurs corses ou est-ce que tout au long de la saison, vous devez faire des rappels? Comment vous mettez en place cette vigilance par rapport aux valeurs qui ont été décidées par les socios, par le club? Voilà, est-ce que en fait, c'est un travail au quotidien ou nous, on pourrait croire que l'extérieur, c'est quelque chose d'un peu inné, qui n'a pas forcément besoin de retravailler ça, quoi. C'est une bonne question parce que c'est quelque chose sur lequel j'aurais aimé insister et tu fais bien d'en parler. Les valeurs, elles sont innées parce que le Sporting représente pour tous les Corses quelque chose d'important. Tu ne te balades pas dans la rue sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a l'écusson ou le fanion accroché à son rétroviseur dans sa bagnole du Sporting Club de Bastia. Et tu vas à Ajaccio, tu vas à Calvi, tu vas à l'Île-Rousse. Ils ont tous l'écusson ou le fanion du Sporting à leur rétroviseur. Malgré tout, nous, on cultive ça. Alors, moi, je l'ai ressenti dans un premier temps quand j'ai fait les entretiens individuels avec les joueurs en début d'année, où je leur demandais un petit peu leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils attendaient pour pouvoir répondre à leurs attentes et ainsi de suite. Et tous m'ont répondu, mais à l'unanimité. Il n'y en a pas un qui n'a pas eu cette… en disant « je donnerai tout pour le club, je donnerai tout pour ce maillot, je donnerai tout pour cet écusson ». Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est, entre guillemets, inné. Malgré tout, nous, au club, on le cultive. On le cultive sur plusieurs façons. Malgré la situation difficile et sanitaire qu'on a pu vivre et ainsi de suite, il y a eu plusieurs événements qui ont permis de pouvoir cultiver ces valeurs liées au club et liées à l'identité insulaire. L'arbre de Noël, on a remis de façon très symbolique un petit présent à chaque licencié et qui était accompagné d'un groupe corse qui chantait en Corse lors de la manifestation.
Voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais quand on n'est pas corse, ça marque. Et ça m'a marqué. On a organisé pour toutes les équipes du club des journées, des journées, je ne parle pas simplement des interventions, des journées entières où on a fait venir les gamins le samedi matin à partir de 10h, 10h30, avec une personne, Joe Bonavista, qui est là depuis 45 ans au club, qui a tout connu au club et qui nous a fait pendant 1h30 l'histoire du club, avec toutes les bonnes choses telles que je l'ai mis, avec le palmarès, la création du club, mais bien entendu aussi toutes les heures difficiles pour le club. Je parlais de Furiani, je parlais de la descente en 2017, mais il y a eu d'autres descentes qui ont fait excessivement mal. Et toute l'histoire du club a été relatée dans ces moments-là. Et derrière, on s'est réunis, puisqu'on finissait toujours sur les coups de midi à peu près, et on a fait des barbecues à 65 à l'extérieur, hein, je vous rassure, avec un repas corse proposé. Et derrière, à partir de 14h, une promotion du FUTNET, une promotion d'activités extra-sportives. C'est-à-dire qu'on ne jouait pas au football, mais on faisait du FUTNET, on faisait du foot en marchant, on faisait des choses comme ça. Et ça, avec tous les licenciés et leurs parents. Et ça, toutes les catégories, c'est-à-dire des U6 jusqu'à la R2, enfin jusqu'à l'équipe réserve, tous les licenciés ont été concernés par cette action-là. À un moment donné, sur plusieurs week-ends, hein, on n'a pas fait tout dans le même temps, mais on a fait 3 week-ends bien différents pour pouvoir le faire. La dernière chose, c'est que là, on a déjà mis en place pour la saison prochaine, parce que j'ai oublié de mettre dans la présentation, c'est que l'année prochaine, on va continuer à cultiver cette identité insulaire avec des cours de Corse et de l'histoire du club. C'est-à-dire que pour tous les joueurs qui vont venir nous rejoindre et qui viennent du continent, ou les éducateurs, peu importe, hein, mais aussi pour tous les joueurs qui viennent de Calvi, de l'Île-Rousse ou de Ghisonaccia, qu'ils aient cette information. Donc, toutes ces valeurs, et pour faire passer ces valeurs-là, avec notamment les socios qui seront là pour nous aider à faire passer ces valeurs. Donc voilà, il y a le côté inné, oui, mais il y a aussi des actions qui sont mises en place au quotidien pour continuer à faire ça. Et moi, je ne suis pas corse, hein, et je peux vous dire qu'on peut s'apercevoir de cette identité que quand on est dans le club. Voilà. On ne se rend pas compte de l'extérieur, mais waouh, ça représente quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que pour aller régulièrement en Corse, et j'ai vu des drapeaux de Bastia partout. Même Mika, il pourra en témoigner. Dans tous les cafés où il est passé, il devait avoir un drapeau corse, un drapeau de Bastia. Et je peux te dire que je suis passé dans pas mal de cafés. Merci, Olivier. Alors, d'autres questions? Je reçois par message aussi en même temps. Sinon, moi, j'avais une question, du coup, Olivier. Tu as dit qu'au départ, il y avait une forte identité aussi dans le jeu avec un jeu de transition. Et après, sur une ou deux séquences, tu nous as justement montré que justement, tu voulais les apprendre à jouer un petit peu différemment. L'idée, elle est de dire comment tu arrives justement à mettre ta patte dans un club où je pense qu'il y a une très forte, voire très très forte identité, justement, pour revenir un peu à ce que disait Damien juste avant. Alors, pour en avoir, quand moi je suis arrivé, on a fait un séminaire avec l'ensemble j'ai organisé un séminaire avec l'ensemble des éducateurs pendant 3 jours et on a discuté de plein de choses.
parce que moi, j'avais besoin de savoir leur conception du jeu, un certain nombre on a utilisé, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils entendaient par préparation athlétique, je voulais savoir leur conception de leur méthodologie d'entraînement, bref, plein de choses. Et on est venu à parler de la conception de jeu, en tout cas de l'identité de jeu au Sporting Club de Bastia. Moi, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai plutôt envie d'avoir le ballon plutôt que de ne pas l'avoir. Et quand tout le monde fait en sorte, ou en tout cas fait passer le message que ici, c'est j'ai pas le ballon, je le récupère et je vais vite vers l'avant. Je dis ok, pas de souci, on va rester. Et en fait, ils ont vraiment cette identité-là. Et depuis tout temps, même moi, avant d'être à Bastia, quand je réfléchissais Bastia, je voyais ce type de jeu. Mais ça ne suffit pas parce que, comme disait Damien tout à l'heure et comme je le disais, le niveau de jeu actuellement en Corse n'est pas suffisant. En fait, quand on joue contre Lucian ou contre Basilicata, je veux dire, à un moment donné, on a le ballon 80% du temps. Et il faut trouver des solutions pour pouvoir, au contraire, déstabiliser des équipes qui, eux, ont cette croyance à vouloir défendre et pouvoir jouer la transition def-off. Et là, on se retrouve dans la situation inverse. Donc, il nous faut aussi, nous, avoir des armes dans les championnats où on est en train de vivre pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir gagner, même quand on doit aller dans des villages où il est difficile d'aller gagner. Et c'est pour ça qu'on est parti aussi sur, oui, bien entendu, les transitions, voilà, parce que c'est l'identité du club, mais aussi de faire passer cette volonté de remonter le ballon proprement, d'avoir la possession, de trouver des solutions pour pouvoir marquer des buts. Et tous les éducateurs n'ont posé aucun problème. Hein. Ils ont dit non, sans aucun souci. À partir du moment où on leur donne des billes pour pouvoir le travailler après à l'entraînement, ils sont contents parce qu'en fait, ils n'avaient pas ces armes-là. Quand on parle de la remontée du ballon en mettant des jeux, entre guillemets, références, en essayant de mettre des situations d'entraînement qui nous permettent de pouvoir faire des choses, ils se rendent compte que ça marche, ça devient crédible, ça permet à l'ensemble des joueurs de s'améliorer et d'avoir des résultats je vais dire presque spectaculaire, quoi. Voilà. Donc, du coup, ils adhèrent complètement au message. Donc, j'ai pas eu de difficulté sur ça. Je vous cache pas que quand on sera en 17 nationaux ou en 19 nationaux, on va revenir à des valeurs de transition. Hein. Merci. Alors, Jérémy m'envoie un message. Il me dit dis à Olivier que j'ai pas de club. Alors, je te le dis. Je sais. Mais il veut se placer partout. Hein, donc, je peux le dire à tous les intervenants si vous cherchez quelqu'un. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier a répondu à tout. Olivier, moi j'ai une petite question. Une question. Ouais, dis-moi, quelle est la relation qu'il y a entre ton académie et l'équipe première et aussi l'ensemble des jeunes que tu peux former qui sont issus de tes U18? Combien passent le cap éventuellement? Est-ce qu'ils alimentent ton équipe réserve ou est-ce qu'ils repartent sur le continent? Est-ce que tu as une statistique un petit peu de ce qui part en pro en fait? Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé avant, mais je parle de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la différence de niveau est suffisamment importante ou trop importante pour qu'il y ait des relations en termes de joueurs entre l'académie et le groupe professionnel. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un groupe professionnel qui est composé de 25-26 joueurs et dans ce groupe-là, ils font leur saison. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de relation, puisque moi, je suis en contact, je ne vais pas dire journalier,
mais au moins hebdomadaire avec Mathieu Chabert, le coach de la nationale. Et je fais le lien entre l'académie et le groupe professionnel, puisque là, il y a 3 joueurs qui sont passés de l'académie au groupe professionnel. Voilà, tu vois, donc, pour te donner entre le début de saison et aujourd'hui, il y en a 3 qui ont intégré le groupe professionnel. Malgré tout, il y a trop d'écart. Parce que notre groupe aujourd'hui, ce qu'on va appeler réserve, est très hétérogène. Il est composé par la plupart des joueurs qui descendent du groupe professionnel, je vais dire 6-7 joueurs de moyenne, quelques vieux briscards, parce qu'il faut aller jouer en Corse. Hein. En R2, il faut aller jouer. Hein. Sincèrement, moi j'ai vu des matchs, j'aurais pas. Tu es en train de dire que Jérémy Stokowski ne peut pas jouer en Corse, quoi. Bah, ouais, il peut se faire découper en Corse. Ouais. Il y a une rumeur populaire qui est avérée, quoi. Mika, t'es vraiment un salaud. Notamment sur ce niveau de jeu. Donc, en fait, ce groupe, il est composé par 6-7 joueurs qui descendent régulièrement, 4, 5, 6 vieux briscards, parce qu'on a besoin de voyager, et 2-3 jeunes qui sortent de l'académie. Voilà, on va dire. Donc, c'est un groupe qui est très hétérogène. Et pour l'instant, tant que les écarts de niveau de jeu ne se réduisent pas, on ne va pas pouvoir faire autrement. Il va falloir aujourd'hui qu'on comble cet écart pour qu'on ait notre équipe réserve qui monte en National 3, que nos équipes de jeunes soient en 19, soient en 17, afin de pouvoir faire monter nos jeunes et de les amener à intégrer l'équipe professionnelle. Aujourd'hui, ça serait mentir de dire qu'on a réussi à faire cette bascule-là, parce que la locomotive qui est l'équipe première va trop vite au vu de l'académie. En 2017, le club, il déposait le bilan. Il n'y avait rien. Les huissiers récupéraient les coques pour s'asseoir du stade Furiani, et sans l'aide des socios qui ont récupéré 350 000 € pour que le club reparte en National 3, il n'y aurait plus de club. Mais du coup, l'équipe est montée de National 3 en National 2, de National 2 en National, de National maintenant en Ligue 2. Mais toutes les structures, avec la crise sanitaire où les championnats sont arrêtés depuis 2 ans, on ne peut pas continuer notre progression. Si aujourd'hui on avait été jusqu'au bout, on serait certainement en 17 nationaux, on serait certainement en 19 nationaux, et on serait certainement en R1. Mais malheureusement, bah voilà, on était premier dans les 3 catégories que je viens de donner, et malheureusement, on va devoir repartir en régional l'année prochaine. Donc, l'équipe première monte, mais nous, on a du mal à faire le palier. Donc, ça serait mentir de pouvoir dire qu'aujourd'hui, il va falloir encore 2-3 ans pour qu'on voit vraiment le travail effectué, et qu'il y ait quelques jeunes qui puissent monter là-haut. Même si, là, l'année prochaine, notre gardien 18 va monter avec le groupe professionnel l'année prochaine, mais pour faire le 3e ou le 4e. Mais voilà, ça reste quand même très à la marge. Je te remercie. D'autres questions? On a fait le tour. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Du coup, Olivier, je te remercie. Je sais que tu as dit que tu nous fournirais un petit support qu'on pourra joindre aux amicalistes, ainsi qu'une séance de ce type. Donc, on vous mettra ça très prochainement. Je vous informe aussi, pendant qu'on y est, que donc le mercredi 19, ça sera un mercredi exceptionnellement, parce que par rapport à l'intervenant, on aura donc Laurent
je vais friconner si je ne me trompe pas, des Girondins de Bordeaux, donc, qui nous parlera de la PA chez les jeunes, qui pourrait permettre à certains aussi de préparer, basculer sur la saison prochaine. On vous enverra pareil les liens rapidement. Pour ce soir, en tout cas, c'est terminé. Merci Olivier, merci à tout le monde. Et De rien. à bientôt. C'est Merci Olive. avec grand Merci. plaisir. Bonne soirée. Merci Olivier. Bonne soirée, merci Olive. Allez, bonne Merci soirée à tous. Merci Olivier. Jean-Marc. Comment ça se fait que Jean-Marc, tu es en voiture? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. On t'entend pas. Ouais. Mais le Je vais aller Bluetooth. chercher mon fils à l'équitation. Tu t'es, Eh, Ils à l'équitation. Oh là 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 là. eh ouais. Il Et fait pourtant, aquaponie. j'ai continué à écouter. Il fait aquaponie, ton Olivier. fils? Et Olivier, Oui. au Portugais de Beauvais, nous, c'était pas la culture corse, c'était la super boc. Merci en tout cas. Mais le tunnel, il était tout aussi dangereux au Portugais de Beauvais. Exactement. Ouais. Là, avec la Et la montée de,